En France. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Bonjour à tous. Alors comme ça, je serai un mauvais Français, incapable de m'intégrer. C'est en tout cas ce que pensait Hassan II au moment où il a donné cette interview à Anne Sinclair. Pourtant, 40 ans après, la question de l'insécurité, la question de l'intégration, la question de l'assimilation dans les banlieues est au cœur des débats publics. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un concept, Banlieue Patriote Café. Ce concept tend à réconcilier la banlieue avec la République, la patrie, la nation. Tout au long de mes épisodes, je recevrai tantôt des jeunes de banlieue, tantôt des cadres de la vie associative et nous mettrons tout sur la table, tous les débats, même les plus tabous. Grâce à ça, j'espère que nous déferons les clichés d'une banlieue black blanc beurre pour aller vers un idéal de la banlieue bleu blanc rouge. Bonjour Aïssata, je suis ravi de t'avoir comme invité pour ce premier numéro du Banlieue Patriote Café. Ouais. Je te laisse te présenter. Bonjour Mohamed, merci de m'avoir invité. Alors moi c'est Aïssata, je suis dionysienne. Je suis arrivée en France en 2016 dans le cadre de mes études et je suis tombée en amour pour ce pays. Merci, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours? Alors moi mon parcours c'est que je suis titulaire d'un bac ES. Dans le cas après l'obtention de mon bac, je suis arrivée en France pour faire des études de finance comptabilité. J'ai d'abord obtenu un bachelor en comptabilité au cours duquel j'ai poursuivi directement pour un master de finance d'entreprise, ingénierie financière. Et là, je suis apprenti contrôleur de gestion. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, tu as eu ton bac au Mali, tu es arrivé en France et tu as pu pouvoir avoir tout ça. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et j'aimerais savoir, en tant que jeune talent de banlieue, comment est-ce que tu as vécu ta recherche d'emploi? Ma recherche d'emploi, elle a été très compliquée. Il faut savoir que je suis arrivée dans un nouveau pays, je ne savais pas par où commencer, je n'avais pas vraiment d'accompagnement. Ça a dû être difficile. Oui, ça a été vraiment compliqué, mais avec un peu de persévérance et du courage, j'ai eu la chance d'intégrer des structures qui m'ont vraiment accompagnée. Il faut savoir que l'accompagnement, aux yeux de certains, peut paraître minime, mais pour moi, ça m'a vraiment aidé. Le contact a été ta solution. Oui, le contact a été ma solution, c'est ça. Alors j'aimerais qu'on vienne donc sur une question d'actualité. Ouais. Comme tu le sais, depuis plus d'1 an, on est frappé par une pandémie liée à la Covid-19. Ouais. Alors comme on le sait, gouverner c'est prévoir. À ce titre-là, je rappelle que tu as eu la chance de rencontrer le Premier ministre Jean Castex. Tout à fait. Moi j'aimerais savoir, toi, à titre personnel, comment est-ce que tu vis cette crise? À vrai dire, pas très bien comme la plupart des Français, parce qu'avec un couvre-feu qui était à 18h, là, qui va passer sous peu, enfin, qui est passé à 19h. À 19h, tout à fait. Mais on est reconfiné. On est reconfiné. Cela est très compliqué parce que je pense qu'ils ont mal appréhendé les dangers, si je peux le dire comme ça, du confinement et du couvre-feu, parce que rester isolé, faire les cours à distance et travailler, les réunions... C'était se renfermer. Voilà, on se renferme. Les décisions n'ont pas été prises au bon moment. Au bon moment, c'est ça. Et je pense que aussi la fermeture des restaurants et des lieux culturels qui vraiment animaient la vie de tous les Français. Bien sûr, ça animait la vie culturelle de tous les Français. Je pense que c'est une erreur que l'État a commis, parce que... Bien sûr, d'autant plus qu'il y a certains domaines comme la coiffure par exemple, où on peut aller chez le coiffeur se faire tondre à la tondeuse et puis un autre client qui vient et se fait retondre, alors que dans un restaurant, tu vois, il y a les distances qui sont sanitaires qui peuvent être respectées. Tout à fait. Et puis il y a beaucoup de restaurants qui ont ouvert juste avant cette crise et ils sont frappés de plein fouet. C'est difficile pour eux. C'est vraiment difficile pour eux. Et d'après toi, quelles actions est-ce que doit mener le gouvernement vis-à-vis des banlieues et des oubliés au projet de reconstruction que la crise sanitaire va nous imposer? En outre, est-ce que pour toi, il y a une opportunité pour ces jeunes de trouver un emploi avec cette relance de l'économie? Tout à fait, je pense que franchement ce serait une chance pour les jeunes de banlieue de participer à la relance économique avec un peu de communication, de relance et d'information. Je pense qu'il y aura vraiment du boulot pour tout le monde, que ce soit les jeunes de banlieue ou tous les jeunes, on va dire. Donc moi je souhaite que l'on parle de ton rapport à toi, à la République, et de ton engagement à la citoyenneté. À la citoyenneté.
À mon sens, mon amour pour la France se montre par mon engagement dans les milieux associatifs où on arrive à montrer aux jeunes qu'ils sont un atout pour la société et non un handicap. C'est sûr. Et est-ce que pour toi, du coup, l'intégration citoyenne via la culture dans les banlieues doit être une cause nationale, une voie pour un avenir social plus radieux? Oui, plus que jamais, parce qu'il est temps que les banlieues se réveillent et qu'ils agissent. Alors, je sais que c'est difficile, mais avec une volonté et une détermination, cela peut Bien être sûr. possible. Il faut de la C'est détermination, ça. Et complètement. on pourra offrir un avenir concret aux jeunes de banlieue. Et d'après toi, en fait, comment est-ce que cette richesse culturelle, on peut l'apporter dans les banlieues ou dans les campagnes? C'est très simple, en faisant intervenir un maximum de personnes motivées, en faisant des activités ludiques. En donnant de la visibilité, mener des campagnes. C'est ça, mener des campagnes de propagande et tout ce qui va avec. Et pourquoi pas instaurer le service militaire ou proposer, comme ça les jeunes de banlieue ils auront un pied dans l'instruction civique. Dans l'instruction civique. Et puis c'est un pas vers l'intégration qui est certain. Hein. Tout à fait. Et toi, de manière personnelle, quelles sont tes convictions sociales et politiques? Comme beaucoup de personnes, je suis engagée politiquement. Je suis tout de même déçue de voir que la 5e plus grande puissance économique du monde, la 5e puissance mondiale. Oui, qui est la France, compte plus de 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tout à fait. Et je pense que nous pouvons être forts et fraternels, car la France est un grand pays, mais je pense aussi que nous manquons d'hommes et de femmes capables pour endiguer le chômage et la pauvreté, pour une justice sociale plus appuyée. Bien sûr, je comprends bien. Et du coup, je reviens sur cette question, parce que tu sais, dans la société actuelle, l'idée reçue, elle est qu'en banlieue, on n'est pas assimilé, on n'est pas engagé en politique, et dans certains quartiers, on considère que les valeurs de la République ne sont plus respectées. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que oui, c'est sûr, il y a un travail d'assimilation à faire. Mais, à mon sens, il faut d'abord mener une politique d'intégration. Et je pense que pourquoi ne pas créer un ministère de l'instruction civique et citoyenne? Ça serait vraiment une très bonne idée, je suis d'accord avec toi. Et du coup, il y a une question, moi, qui me taraude, c'est la question du communautarisme, qui est très présente dans certains quartiers. À cet âge, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu penses du mariage ethnique? Est-ce que tu penses que pour toi, pour se marier, il faut faire partie de la même communauté d'origine, ou est-ce qu'au contraire, il faut cultiver les différences? Moi, je suis totalement pour le mélange culturel, car je pense que c'est une richesse et que dans les années à venir, le monde supportera mieux les métis et que les problèmes raciaux disparaîtront. Mais pour cela, il faut aimer sa patrie, se mélanger et partager les richesses du pays. Et ne pas être ghettoisé. Ne pas être ghettoisé. Et je pense que se mélanger est une grande richesse encore, je le redis, parce que c'est une base des fondements de la Charte des droits de l'homme et de la citoyenneté. Et pour qu'enfin les jeunes arrêtent d'être ghettoisés, il faut qu'ils se mélangent et qu'ils soient libres d'être curieux. Merci, Sata. Et toi, en tant que Française de cœur, originaire du Mali, tu es de confession musulmane, est-ce que tu penses que l'islam, dans sa globalité, est compatible avec les principes institutionnels français? Tout à fait, je pense que c'est vraiment compatible parce que l'islam, comme toutes les autres religions du monde, se pratique avec le cœur. Et je pense que la religion doit s'adapter avec son environnement aussi. Du coup, en fait, ça m'amène à la prochaine question, qui est justement la question de la laïcité. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de la laïcité? Comme tu viens de le dire, l'islam, c'est une religion comme les autres, mais qui doit être vécue de façon privée, de façon personnelle. Donc toi, qu'est-ce que tu penses du principe même de laïcité? Moi, je pense que la laïcité est indispensable dans notre société, car il y a beaucoup de sang qui a coulé pour séparer l'Église de l'État. Et en plus, elle permet de créer un équilibre social. La pratique d'une religion est tout d'abord pour soi et ne doit en aucun cas déranger son prochain. Mais les gens ont tendance à confondre laïcité et athéisme. Et c'est exactement ça. Crois que justement, il y a un amalgame qui est fait. En fait, aujourd'hui, on confond beaucoup laïcité et athéisme. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cet amalgame? Comme je viens de le dire, on confond souvent laïcité et athéisme. Et c'est un amalgame. C'est ceux qui font le plus souvent la différence, c'est des gens de confession catholique. À la base, qui font la différence. Ils sont devenus athées. Oui, ils sont devenus athées. Parce que la société, justement, les a tellement bercés avec cette idée de laïcité que il y a une confusion. Et c'est la raison pour laquelle tous les signes ostentatoires dans la rue, on a l'impression que c'est une entrave à la laïcité, alors que non, dans la mesure où elle ne nuit pas directement à la société, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation, c'est ça. D'accord. Et donc toi, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux jeunes de banlieue qui se sont égarés, qui ne se sentent pas français, qui ne croient plus en valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui pensent qu'ils n'ont aucun avenir, qu'ils
n'ont pas de place dans la société, sinon que de devenir dealer ou footballeur, bien que le sport peut être un canalisateur. Tout à fait, je suis d'accord avec toi et moi je leur dirais que en fait de ne pas écouter les gens, de croire en leurs rêves, de se lever, d'être courageux, d'oser et de se libérer. De se dépasser. De se dépasser en fait. Moi je dirais que la banlieue ne définit pas ce qu'on est. De base la banlieue a été faite pour des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour avoir des logements et au final ils se sont regroupés entre eux, de se libérer en fait. Comme je l'avais dit, ils doivent être curieux, découvrir le monde parce qu'on a tant à découvrir dans le monde. S'étendre et aller cultiver ces différences au plus long possible. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la politique de la ville? La politique de la ville, je rappelle, c'est une politique qui consiste en fait à donner un grand budget pour les jeunes qui sont en banlieue par exemple. Ouais. Et il y en a beaucoup qui pensent que les jeunes de banlieue ont beaucoup de chance parce que c'est un budget, comme je l'ai dit, qui est énorme, qui est déployé. Alors que dans les campagnes, il n'y a quasiment aucune aide. Je rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide chaque jour. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux comprendre ce sentiment d'injustice que les gens qui habitent dans la ruralité peuvent avoir vis-à-vis des gens de banlieue, dans la mesure où ils se disent il y a vraiment un budget qui est déployé et pourtant ces jeunes ne sortent pas de leur ghetto et il n'y a pas d'amélioration concrète au niveau de la société. Bah, je comprends parfaitement leurs sentiments et je pense que c'est fondé. Moi, je pense que l'État doit déployer les mêmes aides qu'il déploie dans les banlieues pour les gens qui sont issus de milieux ruraux. Donc tu penses qu'il faudrait créer une politique de la ruralité? Bah, tout à fait, je suis d'accord pour ça. Et créer des infrastructures et des emplois, des universités. Oui. Bien sûr, bah écoute, merci beaucoup. Du coup, moi j'aimerais qu'on revienne à une question éducative. Tu sais, aujourd'hui dans les banlieues, il y a un certain nombre de collégiens, de lycéens qui sont en décrochage scolaire, qui ne suivent pas. Du coup, est-ce que tu penses que l'apprentissage professionnel dès l'âge de 14 ans avec une concertation entre les parents, les élèves et les conseillers d'orientation est une bonne chose et est-ce que ça peut leur permettre de trouver leur voie et de faire gagner du temps et de les valoriser à travers leurs compétences? Bah, tout à fait, parce que moi, comme on le dit chez nous, l'école c'est pas fait pour tout le monde. Moi je pense qu'il faut vraiment aider ces jeunes-là si on voit qu'il y a un jeune vraiment qui n'arrive pas à tenir l'école, de voir ce qui est bien pour lui, voir avec ses parents, son professeur ou ce qu'il aime, ses passions, pour pouvoir le réorienter. Des stages. Moi je dirais même qu'il faut commencer les stages à 11 ans ou à 10 ans où l'enfant sait à peu près ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et pourquoi l'État ne déploierait pas des aides au niveau des entreprises. Par exemple, si vous prenez un jeune de 10 ans en échange de charges sociales, vice versa, ça aiderait les écoles, les classes seront moins chargées. Et puis en même temps, ils ne feront pas baisser le niveau de la classe parce que souvent un élève paresseux, c'est quelqu'un qui fait baisser le niveau dans la mesure où l'enseignant il est plus là à faire de la discipline qu'autre chose. Tout à fait. Est-ce que tu penses que pour les questions d'éducation et d'insécurité, l'État doit s'impliquer davantage vis-à-vis des parents, de leur donner des outils pour qu'ils puissent élever leurs enfants dans les meilleures conditions et faire en sorte qu'ils ne soient pas désœuvrés ou qu'ils se perdent? Oui, à mon sens, il existe déjà des structures qui permettent de donner des outils aux parents pour bien éduquer leurs enfants. Ne pas les laisser traîner dans les cités. Rester livrés à eux-mêmes. Mais ce n'est pas suffisant, il faut mettre une plus grosse initiative d'éducation. Un plus grand investissement. Tout à fait, pour les aider à gérer les jeunes dans la cité. Parce qu'il faut savoir des fois qu'il y a des parents qui travaillent du lundi au lundi, si je peux le dire. Oui, c'est vrai. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Et à un moment donné, il faudrait créer des structures qui permettent de contrôler, par exemple, le fait qu'à partir d'une certaine heure, un mineur ne peut pas être dans la rue livré à lui-même. Tout à fait. Bien sûr. Et du coup, là, je reviens vraiment à la banlieue. Est-ce que pour toi, les médias ou les hommes politiques ont fait comprendre aux jeunes qui n'étaient pas français, alors qu'ils auraient dû leur dire que malgré le fait qu'ils soient français d'origine étrangère, que la France est une chance pour eux et qu'ensemble nous formons la nation, sachant qu'il n'est pas question de renier ses origines. Il s'agit juste d'être francophile. Alors oui, je sais qu'il y a une partie de la population qui est xénophobe, antisémite, islamophobe ou sans oublier homophobe. Mais il y a aussi des Français qui sont pas du tout comme ça. Et je pense qu'avec un peu d'assimilation, si je peux le dire comme ça, et le courage, on pourra surpasser. Bien sûr. Mais justement, là, tu mettais en évidence le fait qu'il y avait plusieurs racismes. Et il y a un racisme particulier dont j'aimerais parler, dont on ne parle pas beaucoup. C'est le racisme anti-blanc. C'est un racisme qui existe vraiment dans les quartiers.
Et moi, j'ai envie qu'on parle de ce sujet parce que j'ai pas envie de laisser le monopole de cette question à une seule partie de la classe politique. Donc toi, qu'est-ce que tu penses du racisme anti-blanc? Moi, je pense que le racisme anti-blanc existe vraiment et je pense qu'il est un peu, comment dire, lié à la traite des Noirs, à la colonisation, tout ça. Mais je pense que comme toutes sortes de racisme, cela doit être puni, que ce soit puni moralement ou juridiquement. Bien sûr. Merci, Seta. Ouais. Et est-ce que tu ne crois pas qu'il faut inculquer aux jeunes des cités et des quartiers l'idée que nous sommes la France et que nous aussi, au-delà des clichés de la banlieue black blamber, on tend à aller vers un idéal bleu, blanc, rouge? Je pense que cette fracture est liée à nos politiciens et aux médias qui divulguent un autre message et que les banlieusards n'arrivent pas à comprendre. Parce que prenons l'exemple d'un Canadien qui vient en France, qui s'installe et qui commet un délit. On va dire un expatrié qui a commis tel crime, on va pas dire ses origines ni rien, mais un Africain qui va commettre un délit, qui est né en France, tout à fait de surcroît, on va dire un expatrié, un fils d'immigré plutôt, autant pour moi, ou un Mamadou qui vient du Mali, qui vient de en fait, si la Côte d'Ivoire. C'est ça. Si demain, par exemple, un Canadien qui s'appelle Antoine commet un acte terroriste, on va dire que c'est un fou, alors que si jamais c'est un Français d'origine africaine ou d'origine nord-africaine, on dira c'est un frère Kouachi ou un Mohamed Merah. Tout à fait, c'est ça que je voulais dire. D'accord, je vois. Donc par rapport à ça, il y a un travail aussi à faire, et que il n'y a pas d'amalgame à faire, mais en toutes circonstances, à un moment donné, tout le monde doit être traité de la même manière. D'accord, je comprends. Et j'aimerais qu'on revienne à la question de l'éducation. Est-ce que tu penses que le rôle premier de l'école républicaine n'est pas, au-delà du savoir, d'inculquer les valeurs d'humanité et du vivre ensemble? Oui, à mon sens, vraiment, c'est ça. L'humanité et le savoir sont les maîtres mots d'une société apaisée. Donc, bien sûr. De plus, j'ajouterais que l'école a pour mission d'apprendre le savoir. Comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément. Donc le but premier de l'école, c'est évidemment de faire apprendre à lire, à écrire et à compter, mais également de véhiculer un certain nombre de valeurs. Tout à fait. Et aujourd'hui, malheureusement, on sait qu'il y a certains sujets, notamment chez les profs d'histoire, qu'on ne peut pas aborder, comme la Shoah ou la guerre d'Algérie, parce qu'il y a toujours des représailles, ils sont traités de traîtres, ou alors on considère qu'il y a du négationnisme, et ça c'est un véritable handicap. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la tragique disparition de Samuel Paty, qui a parlé des caricatures pour ouvrir un débat, et qui s'est fait égorger au péril de sa vie. Donc il a sacrifié en fait sa vie pour ses idées, et ça c'est quelque chose qui est peu acceptable dans une société comme la nôtre. Comme la nôtre, oui, tout à fait. Et cet homme, tu sais, il y a quelques années, entre 2012 et 2016, il y a certains de nos jeunes qui ont tout quitté pour aller faire le djihad et basculer dans le terrorisme, dans l'erreur, dans l'horreur, dans l'innommable. Pour toi, la faute à qui, la faute à quoi? À quoi ça tient? Est-ce que l'État n'a pas joué son rôle de rassembleur de la totalité de la nation pour éviter ça? Il ne faut pas oublier aussi, Mohamed, qu'il y a un tiers de ces jeunes-là qui étaient des Français d'origine, des Français de souche, de confession chrétienne et qui se sont reconvertis. Et je pense que ces gens-là ne connaissent pas vraiment la vraie religion, parce qu'ils regardent des trucs sur Internet. Ils sont mal dans leur peau, à un moment donné, ils sentent qu'ils sont compris, et du coup, ça leur donne la force d'aller. Tout ça, parce que la religion musulmane, comme je l'avais dit, c'est une religion de cœur. Et la violence n'est pas tolérée dans la religion. Bien sûr, et il faut savoir aussi que parmi ceux des cités qui sont allés faire le djihad, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ont un casier judiciaire long comme le bras, ils ont appris 3 sourates guerrières et ils pensent qu'ils sont meilleurs musulmans que nous parce qu'ils coupent des têtes. C'est tout à fait, c'est ça. Ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus que ça recommence? Pour ne plus que ça recommence, moi je pense que la France devrait montrer que toutes sortes de religions est acceptée en France et qu'on peut vivre dans le partage, tout simplement. Alors là, j'aimerais qu'on revienne à toi, il y a quelque chose de personnel. Parle-moi de tes passions. Alors moi, mes passions, c'est j'adore lire, je dessine et j'adore écrire aussi. Mais ce que j'aime le plus avant tout, c'est d'aider mon prochain. Et tu dessines quel genre de dessin? Alors là, Mohamed, tu me prends pour le coup là, je dessine des dessins érotiques. C'est pas facile à dire en tant que femme noire et africaine, mais je fais des dessins érotiques. Et t'as le droit, écoute, chacun trouve son plaisir là où il est fort. Hein. Tout à fait. Et quel genre de livre est-ce que tu écris? Quel genre d'écrivaine es-tu? J'écris ce qui me passe par la tête, ce que je n'ai pas pu
être, on va Et dire c'est ça plutôt comme des ça. romans, de Oui, l'autobiographie, de la non, fiction? c'est un roman fictif que j'invente en fait D'accord. avec l'imagination. Pour les adolescents ou pour les adultes? Pour les adolescents, D'accord. c'est ça. Et toi, justement, tu disais en tant que femme noire, française, de Ouais. cœur, quelle est la figure féminine qui t'inspire le plus ou dont tu te sens le plus proche? Moi, je dirais ma mère pour un début parce que c'est une femme battante qui a su réaliser ses rêves et a donné le meilleur pour ses enfants. Mais il y a un autre côté que j'aime bien, c'est Jessie Walker. Je connais pas. Tu connais pas, c'est une femme africaine née et grandie aux États-Unis qui a été Une américaine, alors. oui, une américaine, l'une des premières femmes à être millionnaire, et elle a su être entrepreneuse et a créé sa marque et a montré aux jeunes que sa couleur de peau ne l'a pas définie parce qu'elle a grandi dans un milieu pauvre, si je peux le dire comme ça, n'a pas Sa couleur de peau n'a pas été un obstacle pour tout sa à fait réussite. pour sa réussite, c'est Et ça. elle s'est battue, Elle et en s'est fait, battue, elle a montre que la réussi. morale, c'est avec de la détermination et de la volonté, on peut déplacer des montagnes. Des montagnes, tout à fait, c'est ça. D'accord. Merci. Alors, une dernière question, Aïssata. Ouais. En tant qu'écrivaine et cinéphile, si tu devais conseiller une lecture aux jeunes de banlieue ou aux autres, à n'importe qui, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi personnellement, je dirais que c'est pas la personne qui choisit le livre, c'est le livre qui te choisit. Mais vu que je dois conseiller quelque chose, je vais conseiller L'Alchimiste au moment De Paulo Coelho? Tout à fait. Vu que tu m'as fait part de ton histoire, je me dis que chaque jeune de la cité doit lire ce livre-là. Merci. Ouais. Alors, quant à moi, j'ai aussi un coup de cœur qui fera l'objet du prochain numéro de Banlieue Patriote Café. Oui, Ce sera autour du livre de Gérald Darmanin, d'accord, le ministre de l'Intérieur, Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité. d'accord. Il y a une loi qui a été votée avec plusieurs amendements. Et lors du deuxième numéro de Banlieue Patriote Café, Ouais. c'est autour de cette loi qu'on va travailler. Oui. Et j'ai également un coup de cœur musical. Ah bon? Ça s'adresse à tout le monde parce que je suis mélomane et j'aime les belles voix. Bah, Le je sais double que best-of de Chimène Badi que j'ai Ouais. téléchargé légalement, que je vous conseille, avec en plus le duo inédit avec Johnny Hallyday sur Je te promets. Aïssata, j'étais ravi de t'avoir comme invité. Ouais. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci Je sais beaucoup. que tu vas aller très loin parce que tu es quelqu'un de fort, tu es déterminé. oui. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un deuxième numéro de Banlieue Patriote Café. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Se d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les